Je vais être obligé de dire la vérité. C'est ça, de la bagarre. Ouais. La bagarre. Moi, je dis toujours aux gens, il y a le talent, il y a le travail, mais il y a la chance. Comment se fait une BD ? Et j'ai pas voulu y aller parce que j'avais peur de l'avion. C'est pour ça que t'es pas allé. Payer ma protection avec les gros durs de la primaire en leur faisant des tatouages. Sérieux ? Moi, je te jure, Incroyable. Mais c'est trop bien. Moi, il y a un éditeur qui avait dit, nous, moins on en fait, mieux on se porte. Tu vois, j'ai fait, non, mais c'est pas le truc à me dire. Wow. Tu vois. Si c'est pas intuitif, c'est peut-être que t'es pas encore prêt. Ok, moi je suis pas prêt. Ah merde, tu te rends compte d'une coquille alors que les pages elles sont en train de. Aïe aïe aïe. J'aime beaucoup les marginaux, les laisser pour Ouais, compte, de ouf. les losers en fait. Bravo, tu m'as eu. Ouais. Bienvenue dans À Contretemps, le podcast qui remonte le fil de la pop culture pour mieux comprendre son impact aujourd'hui. Ici, on décortique des phénomènes cultes, des souvenirs marquants et des tendances qui continuent de nous fasciner. Je m'appelle Robin et pour chaque épisode, j'accueille des invités professionnels et passionnés. Alors installe-toi, mets-toi à l'aise et prépare-toi à explorer la pop culture sous un nouvel angle. Les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode d'À Contretemps. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas sorti d'épisode. Mais il faut savoir qu'il y a eu les week-ends avec des ponts, des jours fériés, les vacances, beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup d'artistes aussi qui partent en tournée, beaucoup de conventions. Là, j'ai la chance de me rendre à une convention et j'ai la chance de faire un épisode, une interview, discussion avec une personne que j'aime beaucoup et c'est la première fois qu'on se rencontre. C'est Run qui est avec moi. Bonjour Run. Salut. Je suis très heureux de te rencontrer. Je vais vous raconter juste une petite histoire, les amis. Il y a un jour, j'arrive dans une convention. Ça faisait pas, j'avais jamais trop fait de convention avant, c'était à Porte de Versailles et j'y allais comme ça pour me balader. J'aime bien les mangas, les Dragon Ball, les super-héros et tout. Et j'arrive devant un stand qui est trop beau, il me tape dans l'œil, un stand de BD. Ouais, c'était quelle année ? C'était il y a 2 ans, je crois. Okay. C'était à Porte de Versailles et je vois ce stand, je me dis ouais, c'est joli, je vais m'approcher. C'était de la bande dessinée. Je ne suis pas un grand lecteur de BD. J'ai lu des BD, mais des BD communes. Oui, Astérix. Voilà, ceux qu'on connaît. Mais là, je me dis, mais les couvertures sont trop belles. Je prends le bouquin dans mes mains, je dis, mais c'est trop stylé. Je parle avec une personne qui tient le stand, Camille, de Rue de Sèvres, ouais. Et qui me fait découvrir justement cet univers. Cet univers, c'est le label 619. Et on va revenir sur ce qu'est le label 619, comment il a été créé, par qui. Spoiler alert, il est pas loin d'ici. Et j'ai commencé à lire OKA, j'ai lu Mutafuka, j'ai lu MFK2 qui est juste sur cette table. Ouais. J'ai lu Delo Raider, j'ai continué à acheter et je me suis dit j'adore le label 619, je veux faire un épisode et j'ai la chance de l'avoir ici avec moi, Run, auteur, créateur, chef d'orchestre, on peut dire, du label 619. Un peu, ouais. Comment tu te qualifierais toi dans ce label ? Créateur du label 619, ouais. Co-directeur de collection depuis 2019, okay. Parce que en fait, le label 619, ça a commencé en 2008. Alors j'ai du mal avec les années, moi. Pas de souci, non mais. Ça a commencé en 2008 et en fait en 2019, j'ai décidé de partager la direction de collection avec 3 auteurs historiques qui sont Florent Maudou, Mathieu Bablé, Guillaume Saint-Gelin. Ok, donc, à la base c'était ton initiative. À la base c'était moi tout seul. On va revenir pile poil. Alors tout seul, il y a toujours une histoire. Oui, bien sûr. Avec que je bossais avec Doro qui était à la maquette, etc. On est toujours bien entouré. Voilà. Le concept et l'idée originale, c'était moi. Ouais. On va parler du label 619, on va parler aussi du parcours de Run, du label 619 qui a bousculé les codes de la BD française. Run, on va revenir déjà au départ. Ouais. Au tout départ, aux origines. Est-ce que tu te souviens de la toute première BD, pas forcément que t'as lu, mais du moins qui t'a mis une claque? Celle qui t'a marqué dans ton enfance? Alors attends, qui m'a mis une claque ou qui m'a marqué? Parce que pour moi, les deux c'est pas pareil? Pour moi non. Alors on va faire les deux alors. Qui m'a marqué, je pense que la première BD qui m'a marqué, ça devait être plus ou moins une des premières BD que je lisais de toute ma vie. C'était, d'ailleurs c'était ma mère qui la lisait, hein. C'était les Schtroumpfs noirs. Ok. Les Schtroumpfs noirs, quand j'étais gamin, ça m'a retourné le cerveau. Et c'est ta maman qui lisait des BD et qui t'a mis dans... C'est ma mère, ouais. Mon père travaillait à la SNCF. Moi, je suis un peu fils de prolo. Et du coup, les bandes dessinées, j'ai découvert à la bibliothèque de la SNCF. Donc, et du coup, il y avait énormément de franco-belges, tu vois. Il y avait les rayons adultes qui nous étaient interdits. Et puis, il y avait tout ce qui était enfant. Et je sais pas si t'as déjà ouvert une BD Dupuis. Tu sais, t'as toutes ces collections où tu te dis, mais c'est quoi ces personnages? Je les ai jamais vus de ma vie en rayon.
Et ben là, ils étaient à la bibliothèque de la SNCF. Donc, tu vois, les petits hommes, Sibylline, tu vois, tous ces titres qui sont vraiment obscurs. La SNCF a aussi du bon. Hein. Ah oui. Ah, surtout la bibliothèque. Bon, on peut râler, mais... Malheureusement, elle n'existe plus. Mais en tout cas, j'avais découvert... donc, j'ai fait toute ma culture franco-belge très petit au travers de cette bibliothèque. Et les Schtroumpfs noirs, je t'avoue, c'est le truc qui m'a retourné le cerveau. Parce que déjà, c'était le concept des zombies avant l'heure. Le fait je connais pas du tout cette BD-là. Tu l'as lu ? Ah non, mais pas du tout, je connaissais. En fait, si tu veux, il y a une épidémie. En fait, il y a une mouche qui pique les schtroumpfs, qui les transforme en schtroumpfs noirs, en fait. Et les schtroumpfs noirs mordent la queue des schtroumpfs bleus, qui, à leur tour, se transforment en schtroumpfs noirs. Et ils sont très méchants, très agressifs. Ok. Et moi, quand j'étais petit, ça m'avait fasciné, parce que t'es habitué à voir les schtroumpfs bleus, gentils et tout. Ouais, c'est bien un sûr. peu le monde idyllique, hein, tu vois. Et là-dedans déboulent, des zombies. J'ai envie de dire des zombies, ouais, clairement. Et je vais te dire un truc, c'est que Angelino, il vient directement de cette réminiscence des Schtroumpfs noirs. Angelino. Quand tu regardes Angelino, le personnage principal de Moutafkaz, et tu regardes un Schtroumpf noir, la passerelle est vite. Ah ouais. Ouais. Attends, j'ai pas la wifi. Bah tu sais, c'est ça. Aller regarder. Enfin, c'est une forme très simple, c'est juste qu'il a pas le bonnet, mais tu vois les yeux comme ça méchants et cette couleur noire, vraiment ça m'est resté de là, quoi. Ok, d'accord. Donc on connaît enfin donc, le les secret. Schtroumpfs noirs pour la BD qui m'a marqué quand j'étais petit, puis la BD qui m'a mis une claque, en fait, c'est Akira. Clairement, quand j'ai découvert Akira ado, je me suis dit ok, d'accord, donc on peut faire ça en BD, en fait. Donc t'étais BD, manga. J'ai jamais fait de. T'as jamais fait de distinction entre les deux ? Non, et puis tu sais, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'offres sur le manga. Donc, nous, on prenait ce qu'on nous donnait, en fait, clairement. Tu vois, Akira, moi, j'ai découvert en maison de la presse à l'époque. Ils sortaient des fascicules, tu sais, recolorisés par les Américains et tout. Est-ce que c'était du manga, de la BD ? Je me posais même pas la question. C'était juste un truc cool avec des dessins stylés, une narration laisse tomber. Et moi, j'ai découvert ça, quand j'étais, je crois, en troisième, un truc comme ça, j'ai débloqué, quoi. Et je me suis dit, ok, on peut faire ce genre de truc en BD. Vas-y, je veux faire la BD. Bien sûr, pas le même talent que Toriyama, mais que Otomo. Mais par contre, je me disais, ayant grandi avec la franco-belge, j'ai grandi aussi toujours en maison de la presse avec les Strange, tu vois. Les super-héros qui arrivaient et tout. Il y avait même à l'époque des super-héros français, typiquement français, etc. Et ensuite, je découvre Akira. Et en fait, si tu veux, pour moi, la BD n'avait pas vraiment de frontières. En fait, je prenais tout comme ça venait. Ce qui fait qu'en fait, je me suis forgé, sans le savoir, une culture à mi-chemin entre toutes ces tendances, en fait, tu vois. Donc... Et je me souviens. T'as créé ton propre style au final. Ouais, et moi tout au début, quand j'étais beaucoup plus jeune, je dessinais des BD gros nez, mais avec un découpage manga, si tu veux, tu vois. Oh. Donc, tu vois, Ça se faisait pas à cette époque-là ? Bah non, enfin, mais encore une fois, on réfléchissait pas à. Tu vois, c'était début des années 90. Le manga, pour nous, c'était ce qui passait à la télé déjà, tu vois, c'est particulier, hein, tu vois. Okay. Donc, et puis moi en plus j'étais pas à Paris, donc ceux qui ont grandi. T'es de quel coin toi, excuse-moi ? Je suis du nord de la France. Du nord de la France, ok. À Cambrai, donc. Ok. Si tu veux, ceux qui ont grandi à Paris, ils avaient un cheat code, clairement à l'époque, tu vois. Et nous, tu vois, c'est quand même, on dit la province, tu vois. Ben, je viens du sud de la France moi, et pareil, c'était. Tu vois, les choses sont très difficiles à trouver. Je comprends parfaitement ce que tu. Déjà, c'était une époque où les choses étaient de base très difficiles à trouver, mais en plus. Tu vois, on n'était pas à Paris. Tu vois, à Paris, il y avait des boutiques spécialisées et tout. Nous, c'était pas du tout le cas. Donc, je te dis, ça arrivait en kiosque, en fait, les trucs. Et je me suis fait ma culture comme ça, entre la bibliothèque de la SNCF, la maison de la presse du coin, et puis l'envie vraiment de faire des choses. Tout ça m'inspirait, le cinéma aussi, tout ça m'inspirait, ça m'a donné envie ça m'a donné envie à mon tour de créer des choses. À quoi elles ressemblaient tes journées quand tu étais ado ? Est-ce que tu étais plutôt un lecteur, un gamer ? Tu sortais dehors, tu dessinais ou tu sortais avec tes potes, tu faisais quoi ? Alors ouais, je sortais. Alors j'avais deux super potes avec qui on refaisait le monde, on regardait les étoiles et tout. D'ailleurs, il y a toujours des scènes dans Moutafkaz ou dans ce que je fais où à un moment donné il y a toujours deux personnages qui regardent le ciel.
Bon, c'était moi et mes potes en fait, on faisait que ça, on n'avait rien à foutre en fait. C'était un truc de dingue. En fait, on lisait, moi je me souviens, je lisais les Stephen King. Mon pote, un de mes potes, Julien, lisait Conan. Et en fait, on se retrouvait pour se raconter ce qu'on avait lu en fait, tu vois. Et moi, ça m'a donné le goût au récit. Et c'est vrai que quand j'étais, là, je dirais plus au collège, je faisais avant tout des BD pour mes potes. C'est-à-dire que j'attendais, tu vois, l'heure de de la cantine. Il y avait toujours un temps mort, tu vois. Et c'était le moment que je choisissais pour raconter à mes potes mon histoire. Où je nous représentais tous, toute l'école, avec les profs, les proviseurs, les pions, les machins, et puis je partais dans des délires complets. Et tu dessinais? Là, je dessinais, ouais. Ouais. Mais je te parlais, tout à l'heure, j'ai fait le lapsus, j'ai parlé de Toriyama au lieu d'Otomo, mais Toriyama, ça faisait partie aussi de mes rêves. Dragon Ball. Team, ouais. Et donc, je représentais un peu tout cet univers en mixant un peu avec des influences un peu Dragon Ball et tout. Tu vois, les pions qui devenaient Super Saiyan, des trucs comme ça. Et, c'est très marrant, ça. Et je torchais les dessins parce que moi, mon but, c'était avant tout de raconter une histoire à mes potes et de les faire marrer, tu vois. Donc, voilà, c'était un peu ça. C'était aussi un peu une vie, tu vois, tu me demandes si j'étais gamer. J'aurais adoré être gamer, mais on n'avait pas un rond à la maison. Donc, j'ai eu quand même une Super NES. À un moment, c'était la folie, mais j'avais 2 jeux dessus. C'était quoi les jeux? Street Fighter, forcément, Street Fighter 2 et F0. Ok. Voilà, et ça a bouclé là-dessus, voilà. Mais et maintenant je me rattrape là. Comme je dis à ma femme, je prépare ma retraite, j'accumule des trucs et tout. En plus. Niveau console, tu parles? Niveau jeu. À l'heure du dématérialisé, je ramasse tout ce qui passe en. Mais t'es encore un peu rétro gaming ou nouvelle console, nouveau jeu? Parce que j'ai pas pu jouer à ce que je voyais à l'époque, donc tu rattrapes je peux rattraper le temps. Ouais. Il y a toujours aussi le fait, quand on grandit, je me rends compte maintenant, t'as toujours voulu avoir quand t'étais gamin, je sais pas, un jeu, un vêtement ou quoi. Ouais. Et quand tu grandis, dès que tu gagnes un peu d'argent, tu te dis, je veux me l'acheter. Ah ouais, un jeu. J'ai un pote qui s'est acheté, un gros truc Playmobil qu'il rêvait d'avoir quand il était petit. Ouais. Il l'a acheté. Bah ouais, mais moi je suis pareil. Et puis moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai ce syndrome un peu temporel de ce qui me paraissait nouveau quand j'étais petit. Par exemple, c'est con, mais j'ai découvert Crazy Taxi en borne d'arcade. Et maintenant, c'est quoi Crazy Taxi? Crazy Taxi, c'est un jeu de Sega où en fait t'écoutes un peu du skatecore et la bande son, c'est du skatecore, et puis t'es taximan. En fait, tu dois choper des gens qui appellent le taxi, tu vois, dans la rue. C'est dans un open world, un mini open world. Les gens aiment le taxi, tu t'arrêtes, tu les prends, puis tu as une course, et puis tu dois vite speeder pour les déposer là où ils veulent. Et en fait, selon si tu as bien conduit rapidement et tout, ils te donnent plus ou moins de pognon, tu vois. Et moi, ce jeu-là, quand je l'ai découvert ado, j'ai pris une claque, et quand je l'allume, encore aujourd'hui, dans ma tête, c'est nouveau. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça m'est resté cette sensation de waouh, ça c'est nouveau, ça c'est cool, tu vois. Alors que le jeu, il a quoi? Il a 30 ans maintenant, tu vois. Mais tu vois, ouais, je suis resté un peu bloqué sur les frustrations et les fascinations de l'époque, quoi. Donc si tu avais eu Instagram à cette époque-là, qu'est-ce que tu posterais sur Instagram? C'est des photos de toi avec tes potes en train soit de regarder les étoiles, non, je pense pas. Soit de parler. Je pense que j'aurais posté mes BD en fait. Ah, tes BD directement. Ouais, je pense. C'était bien vu à cette époque-là, en mode de dessiner. Est-ce que t'as pas eu des gens qui disent ah regarde-le, lui il dessine n'importe. Si, alors prend pour un. Si. En fait, ça dépend. C'est toujours pareil. T'as les mecs populaires, les filles et tout. Et là, pour le coup, on était stigmatisés dans le sens où bah ouais, t'es le mec chelou, tu vois, t'es un peu la tête d'ampoule de la classe, t'es dans ton coin, tu dessines, tu sors pas donc on t'invite pas, tu vois, ouais. Tu restes dans ton coin et tout. Et moi les mecs, finalement, quand je dis mes potes, je voulais faire marrer mes potes, c'était pas les beaux gosses du truc. D'ailleurs les beaux gosses, je me foutais un peu de leur gueule au travers de la BD, à défaut de pouvoir le faire directement comme eux le faisaient, tu vois. Mais ouais, et les mecs que je faisais marrer, c'était les autres têtes d'ampoule, j'ai envie de dire, tu vois. C'était les geeks, tu vois, du collège, en fait. Ils disaient déjà que t'avais du talent? Genre en mode, ouais, mais c'est ouf ce que tu fais, il faudrait que tu fasses ce métier-là. Ouais, ils disaient ça, ouais. Et je me rappelle, encore avant, je payais ma protection avec les gros durs de la primaire en leur faisant des tatouages. Sérieux? Non, moi, je te jure. Incroyable.
Mais c'est trop bien. Ouais, je te jure que c'est vrai. Donc j'avais C'était quoi comme tatouage? des trucs à la con, un serpent autour d'un couteau, tu vois, des yes. trucs comme ça. Et en fait, en fait, j'étais le tatoueur stylo bic officiel de la primaire. Et j'avais tous les gros durs qui venaient me demander des tatouages à la récré, tu vois. Et je dessinais des tatouages T'aurais sur pu être leur tatoueur, bras. en fait. Ouais, mais moi, c'est un kiff, j'aurais adoré, quoi. T'en as Et en, fait? et en échange, j'étais. Personne me touchait, quoi. Oh, c'est tellement C'était le stylé. système mafieux, tu vois, Ouais. carcéral Faut trouver, de la faut primaire, ouais. trouver une bourse d'échange. Toi, t'avais ça. Ah, en fait, il faut survivre. Moi, c'est ce que je dis toujours. Et moi, si j'ai fait de la BD et si j'ai fait le label 619, c'est avant tout de la survie. C'est-à-dire que je ne trouvais pas ma place dans le monde éditorial français. Personne ne voulait de moi, ni de ce que je proposais, ni de ce que je présentais. Donc, à un moment donné, c'était OK, soit je le fais, soit je change de métier, quoi. Parce que ce qu'on me demandait, ça correspondait pas à ce que je voulais faire. Et en plus, il y avait très, très, très peu de portes qui s'ouvraient, quoi. Donc, Est-ce que c'est un peu comme la musique, cet univers-là, où si tu signes avec une maison de disques, là, en revanche, c'est des maisons d'édition, quoi, et tu dis, les gens veulent écouter ça, ou lire ça, il faut que tu ailles dans ça, et du coup, ils te brident vraiment sur ce que tu as envie de faire. Alors, les gens sur qui je suis tombé avant de tomber sur Ankama, ouais, c'était ça, et c'était même pire que ça. C'était. En fait, tout ça, ton truc là, on s'en fout. On va te mettre un scénariste, parce qu'en plus, c'est ta première BD. Donc, les gens, c'est toujours pareil. T'as pas fait de BD, donc, pourquoi on te ferait bosser alors que t'as pas fait de BD? Et les gens, ils veulent des auteurs déjà confirmés, tu vois. Je dis les gens, je veux dire les maisons d'édition, on va dire historiques, tu vois. Donc voilà. Maintenant, c'est peut-être un peu changé, mais en tout cas, à Pas trop l'époque, de risques, ils veulent pas prendre de risques et tout. et c'est normal. Ils Ouais. n'ont pas envie d'essuyer les plates sur Bien un sûr. gars, tu vois, qui déboule. En plus, moi, ce que je présentais, moi, j'arrive en plus avec des exigences de taulier. À l'époque, quand je suis arrivé en tout cas dans l'univers éditorial, je leur disais déjà, ouais, mais en fait, les formats 46 pages, ça marche plus et tout. Ce qu'il faudrait faire, c'est des formats plus épais, plus petits, machin et tout. Moi, j'arrivais déjà avec mes idées de ce que j'ai, enfin, tu vois, de un 19-27. Alors, 19-27, je l'ai emprunté au format Silver Age américain, tu C'est vois. ça, 19-27? 19-27, C'est A4 un peu. c'est ce format-là, ouais. Et en fait, en vrai, c'est le format Silver Age à l'américaine, sauf que eux, c'était des formats souples, tu vois. Et à l'époque, vraiment, quand je suis arrivé, c'était 2005, quand je cherchais des éditeurs, ils avaient ils avaient leurs habitudes et puis ils avaient leur marché qui était comme ça, c'est-à-dire c'est du 48 pages ou à la limite du 62. Cartonné et plus grand, tu vois, 24-32, etc. Donc moi, quand je suis arrivé avec ces idées-là, ils me disaient, attends, t'es gentil déjà. Déjà, tu vas faire une BD. Déjà, faut déjà que tu fasses une BD avant de demander quoi que ce soit. Ouais. On a notre business qui tourne comme ça. Et puis, on va peut-être te trouver un dessinateur, un scénariste pour te tester, voir déjà si tu tiens la route, etc. et tout. Donc et puis c'est toujours des promesses. Je me rappelle qu'il y avait un éditeur qui m'avait dit, ouais, je vais te mettre en contact avec Mezzo et Pyrrhus. Il y a peut-être moyen de faire des trucs et tout. Puis j'ai attendu. C'est qui Mezzo et Pyrrhus? C'est des mecs qui avaient fait Le Roi des Mouches. Ok. Des très très bons, hein, tu vois. Mais lui, il avait perçu en moi le côté un peu underground et il s'est dit, bon, je vais le mettre avec les kings de l'underground. Mais sauf que les mecs, ils avaient autre chose à foutre que d'aller former un jeune, tu vois. Donc bon, bref. Tout ça pour dire que il a fallu à un moment donné que je crée l'écrin pour faire mes propres BD, quoi. Et t'as créé le label 619. Et grâce à une rencontre fortuite, j'ai envie de dire, avec le directeur artistique d'Ankama à l'époque. Et Ankama, à l'époque, ils étaient en ruche d'entreprise. Ils avaient 19 salariés. J'étais le 20e, en fait. Et si tu veux, vraiment sur un coup de bol, en fait, je conduisais un pote qui cherchait du boulot. Nous, on était spécialisés dans le web à l'époque. Tu vois, on faisait des animations web et tout. Pendant 5 ans, j'ai bossé dans une agence qui s'appelait Team Schman. Et vraiment, c'était au début de l'Internet qui n'existe plus aujourd'hui. Okay. C'est-à-dire avec les jeux Flash, les trucs et tout, tu vois, chacun personnalisait son site. On avait tous un site ultra créatif et tout.
Et il y avait vraiment une émulsion là-dedans. J'ai rencontré les graffeurs de 123 clans, j'ai rencontré Rolito là-bas qui a ensuite fait la création artistique des jeux Patapon sur PlayStation et tout. Ok. Mais à l'époque, on sortait de l'école et on était tous là-bas, tu vois. Et pourquoi je parle de ça ? Ah oui, et donc sorti de ça, une fois que la bulle Internet a éclaté, tu vois, On était en quelle année là à peu près ? C'était 99 jusque en gros 2003-2004. Ok. Tu vois, la bulle Internet a éclaté, la boîte a dû partir vers d'autres orientations, moi qui ne me plaisaient pas du tout. Donc j'ai quitté la boîte. J'avais déjà créé en tout cas l'univers de Moutafoukaz que je mettais en ligne à peu près. Je faisais des updates sur mon site perso tous les vendredis, je me souviens. C'est ça, en Moutafoukaz, c'était comme un site internet avec des petites animations vidéo, c'était ça, non ? C'est ça, des petites animations vidéo, des jeux en pixels, En fait, si tu veux, c'est un univers, je savais pas encore exactement ce que je voulais en faire, mais je voulais en faire quelque chose. Ok. Et donc, il y avait des bouts de BD, des bouts d'animation, il y avait plein de choses là-dedans, des wallpapers. Et on avait fait d'ailleurs avec 2 potes, on avait fait un court-métrage. Donc le court-métrage qui s'appelait Opération Blackhead. Donc là c'était en 2003 et il se trouve qu'une fois qu'on a mis ça sur internet, on a été repéré par des festivals internationaux. Et on a même été invité au Sundance à Salt Lake City. Donc en 2003, wow. ouais. Parce que les gens ils débloquaient, genre mais c'est qui ces Français, d'où ils sortent, qu'est-ce qu'ils font et tout. Et j'ai pas voulu y aller parce que j'avais peur de l'avion. Ah, c'est pour ça que t'es pas allé. Ouais. Et là tu te regrettes de ouf maintenant de pas y être allé ou pas ? Oui et non, parce que tu sais, je me dis toujours j'y serais allé, peut-être il se serait passé quelque chose, mais peut-être j'aurais pas rencontré, j'aurais peut-être pas fait le label, enfin tu vois, petit parmi les gros et tu peut-être je sais pas, de toute façon j'y suis pas allé, donc voilà. Mais Sapporo aussi au Japon, enfin bref, plein de trucs et tout, et j'ai pas bougé mon cul de l'île en fait. T'as plus peur de l'avion là ou... Non, je suis marié à une hôtesse de l'air, hein, donc. Ok, d'accord. À chaque fois que je voyais qu'elle partait, qu'elle revenait, je me disais bon peut-être que l'avion se crache pas une fois sur deux. Bon mais tant mieux. Donc mais bon, en tout cas voilà, je n'y suis pas allé et ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré donc un de ces potes là, tu vois, je remonte loin. Ouais, vas-y. Un de ces potes là cherchait du taf. Et il me dit apparemment il y a une autre agence multimédia qui est ouverte du côté de Lille. À Roubaix, en tout cas entre Roubaix et Tourcoing, ça s'appelle Ankama. Et il y a peut-être moyen d'aller postuler là-bas et tout. Et il n'avait pas de bagnole. Et moi, je venais d'avoir ma caisse, une Austin Mini toute flinguée, bon bref. Donc je dis je t'amène, tu vois. Et donc je l'amène. Moi, j'étais au chômage à l'époque, hein. Je cherchais du taf. J'avais fait un dossier de BD que j'avais envoyé aux 4 coins de France et de Navarre et même aux États-Unis carrément. Et je m'étais dit, si au bout des 2 ans, j'ai rien, je me casse chez H&M ou à McDo, tu vois. Ouais. C'était ça le deal. Et si tu veux, j'étais à J-4 mois, un truc comme ça, ou 3 mois, tu vois, de la fin de droit du chômage, tu vois. Ok. Donc, j'amène ce gars-là à Ankama, et là, je me dis, ouais, ils font des trucs cool là-bas et tout. Tu sais, c'était le début de Dofus, etc. Et là, je croise, donc pendant que lui fait son entretien d'embauche, je croise le boss. Et le boss, il me dit, t'es qui, tu fais quoi ? Et je dis, je viens de Team Schman. Et lui, il avait une mauvaise image de Team Schman parce que visiblement, il avait eu une rencontre avec Team Schman pour leur pitcher Dofus. Et le mec, il l'avait pris pour un con, quoi. En gros, exactement ce qui m'était arrivé, moi, avec les maisons. Ouais, ok, je vois. Et du coup, quand je lui dis ça, je sens qu'il se crispe et tout. Bon, bref, il me dit, tu faisais quoi là-bas et tout ? Et je dis, je faisais Moutafoukaz. Mais je connais et tout, c'est le court-métrage et tout. Je dis, ouais. Donc, le fameux court-métrage qui avait été nominé. C'était bien, ça, c'est bien et tout. Et tu fais quoi maintenant avec ça ? Je dis, là, je cherche à faire une BD, tu vois. Ah bon ? Nous, justement, on est en train d'ouvrir une maison d'édition. Ah bon ? Oui, parce que nous, Dofus, on a le même problème, c'est que, en fait, comme c'est un jeu vidéo à la base... Ouais, c'est ça, ça a commencé par un jeu vidéo. C'est ça. J'ai toujours posé la question si c'était un manga et ça a été d'abord adapté été un jeu vidéo. Ok. Ensuite, c'est devenu un artbook du jeu vidéo. Okay. Et ensuite, un manga. Mais de manière très rapide, hein, je pense, tout ça, je te dis ça s'est fait sur 2 ans, tu vois, par exemple. Mais lui, il avait le même problème dans le sens où à chaque fois qu'il avait pitché son idée de faire donc Dofus en manga... Ouais. Déjà, le manga à l'époque, les gens disaient attends, t'es gentil, mais voilà, à part Dragon Ball, et puis tu vois, il y avait quoi qui sortait à l'époque ? Pas grand chose. Hein.
Et du coup, et puis en plus, ils considéraient que, bah oui, mais ça les intéressait pas parce que pour eux, c'était un produit dérivé d'un truc obscur. Bon, bref, bon. Ouais. Et ils s'étaient dit, bah moi, comme je rentre du pognon avec le jeu, bah je vais créer ma maison d'édition. Donc, ils s'étaient dit, ben, comme personne n'en veut, je vais faire ma maison d'édition dans laquelle ben, je vais publier mon... Donc, il me dit ça, il me dit, mais si tu veux, ton truc, on le fait. Je dis, bah attends, tu sais, dans ma tête, là, c'est la 4e dimension, parce que je me dis, attends, moi, j'envoie des trucs aux États-Unis et tout, et là, tu vas pas me dire qu'il y a... En 2-2, ma BD, je peux la sortir. Et puis, ouais, mais en même temps, trop près de chez moi. Je me disais, est-ce que ça va pas finir dans les... potage. Ouais, et puis, Ouais. genre, si c'est pour se retrouver... Alors, tu sais, il y a des BD régionales, des fois. D'accord. Tu sais, donc nous, dans le Nord, on a un truc qui s'appelle Cafougnette. Ça se passe, c'est très local sur les terrils avec le charbon et tout. Tu vois, J'aime beaucoup le nom. Je me dis, si c'est pour se retrouver, tu vois, à côté de Cafougnette et tout, je suis moyen chaud, mais tu sais, je savais pas trop l'ambition du gars et tout. Et puis t'avais pas d'autre choix non plus à ce moment-là. J'avais le choix, mais le choix de me faire escroquer. C'est-à-dire que j'avais des propositions, mais il y avait pas de droit d'auteur, il y avait rien. Ok, allez. Tout. Ciao. Donc, mais je t'avoue qu'à l'époque, je me posais sérieusement la question. Je me suis dit, bon, si j'ai conscience de me faire arnaquer, est-ce que c'est vraiment une arnaque, tu vois? Tu vois, j'en étais là. Donc, sauf que le mec, il me sort, par contre, avec nous, t'as carte blanche, tu fais ce que tu veux. Ah ouais, alors ça, c'est le rêve, je pense, alors, de tout artiste. attends, j'ai carte blanche, c'est-à-dire le format 19-27 et tout. Ouais, tu fais ce que... si je veux faire 128 pages, ouais, bah c'est bien, moi, c'est de toute façon, la BD franco-belge, j'en peux plus et tout. Et si je veux changer de papier, un truc quoi, ouais, bah ouais, super idée et tout. Je dis, attends, il est sérieux le mec? Donc j'appelle, à l'époque, j'avais des contacts dans la BD franco-belge, des mecs qui essayaient de me pousser, tu vois, Fred Blanchard, Stan Evans et tout, tu vois, qui avaient, eux, pour le coup, qui étaient des auteurs de BD reconnus, et qui essayaient de me faire passer au-dessus de la pile des éditeurs, mais les éditeurs continuaient à dire, non, mais non, arrête de nous casser les pieds avec ton petit gars, tu vois. Et du coup, je les appelle, je dis, les gars, on me propose ça, vous en pensez quoi? Et là, ils me disent, ben, il vaut mieux arriver là-dedans, dans une petite maison d'édition, au moins tu seras peut-être soutenu, que d'un coup, aller dans une grosse maison d'édition, les mecs, ils vont peut-être pas... Bon, bref, je passe les détails parce que sinon, ça va être très chiant pour l'auditeur. Au final, j'accepte, je dis, bah vas-y, on le fait. Et là, je fais le tome 1 de Moutafoukaz. Mais il n'était pas encore labellisé Label 619. Non, pas du tout. Il était juste chez Ankama. C'est ça. Le tome 1 sort. Et à quel moment le label 619 arrive dans cette histoire de Parce qu'en fait, le Moutafoukaz boss, voyant que je savais où j'allais, que je savais ce que je faisais, lui, il avait un taf colossal parce qu'il avait déjà pour ambition de faire, tu vois, d'ouvrir des studios au Japon, machin et tout. Et la maison d'édition, il voulait s'en occuper, mais il n'avait pas le temps de s'en occuper à 100%. Donc à un moment donné, il me dit, est-ce que tu veux m'aider là-dessus, recruter des auteurs, faire vivre la maison d'édition? Je dis, bah à fond. Alors attends, je t'explique le truc, c'est-à-dire que en très peu de temps, je passe de mec qui se fait pas éditer à d'un coup éditeur en fait. Ouais, de ouf. Ça, c'est un truc incroyable. Jamais de la vie ça arrive dans la vraie. Il faut jamais perdre espoir. Sachez-le. Alors attention, moi je dis toujours aux gens, il y a le talent, il y a le travail, mais il y a la chance. Et la chance, il y a le facteur chance, oui. Alors la chance, ça peut se provoquer, etc. C'est vrai, mais le facteur chance, il est giga important. Moi, j'ai eu beaucoup de chance sur ce coup-là. Il faut pas hésiter à aller voir les gens, à aller parler, discuter. On sait jamais sur qui on peut tomber. On sait pas. Et puis, il faut aussi avoir des antennes pour savoir à qui on a affaire, parce que des fois, il y a des gens qui promettent monts et merveilles, et puis en fait, tu te rends compte que c'est des beaux parleurs. Bien sûr, comme partout. Donc bref, en tout cas, il me dit ça et tout. Puis c'est là que j'ai... Lui, il a des goûts beaucoup plus éclectiques que les miens. Donc, tu vois, lui, ça allait de Maliki à l'époque, il y avait un truc qui s'appelait Les Égyptes tout doux. C'était vraiment très jeunesse, où il y avait d'autres. Il y avait Jason Silverstone, c'était un truc un peu d'enquête, un peu à la Sherlock Holmes, avec du fantastique et tout. Et moi, je me disais, j'arrive pas à voir c'est quoi notre ADN, en fait, en tant que maison d'édition. Tu vois, Ankama, j'ai l'impression que ça pouvait vite devenir un peu tout. Un fourre-tout. Et n'importe quoi, ouais. tu vois. Alors, pas le côté fourre-tout péjoratif, hein, mais tu vois, mais genre, qu'est-ce que c'est? C'est quoi votre proposition? Et donc, moi, à un moment donné, je me suis dit, peut-être il faudrait mettre, entre guillemets, de l'ordre, de manière à ce que les gens visualisent, tu vois, qu'est-ce qu'on fait. Et c'est là que m'est venue l'idée de faire des collections, en fait. Et moi, je lui dis, écoute, moi, me concernant, j'aimerais bien créer une marque, entre guillemets, forte, de manière à ce que... Comme s'il y avait un intercalaire.
Et après cet intercalaire-là, il y a tout, il y a ça. Ouais, puis quitte à faire plusieurs intercalaires. Ok. Tu vois, d'ailleurs, il y a eu plusieurs intercalaires. À un moment donné, il y avait un truc qui s'appelait L'Araignée. C'était une collection, c'était des titres un peu plus indé, un peu plus arty, tu vois. Moi, Label 619, c'était ce qui correspondait le plus à ce que j'aimais. Le côté pop, le côté, j'ai envie de dire presque do it yourself, un peu à la punk, un peu fanzine, un peu... Et j'avais une idée très précise de un peu culture street aussi, tu vois, avec des codes modernes, en même temps une BD très métissée avec un peu de comics, des influences comics, manga franco-belge. Encore une fois, pas de frontières délimitées, tu vois. Ok. Et moi tout de suite, je sais que je veux bosser avec Yuck, un gars avec qui je bossais justement à Team Schman. Et je savais que Yuck, c'est simple, on a tellement la même culture, les mêmes références et on a limite pas besoin de se parler, si tu veux. Quand je lui parle de The Grocery, je lui dis ouais, sur The Grocery, j'avais imaginé un titre un peu, tu vois, maillot de baseball. Ah ouais, clairement, je vois trop le truc et tout. Très vite, ça fuse. On sait. Puis maillot de baseball, on sait très bien que quand on dit maillot de baseball, on est plus dans les années, tu vois, limite 60 au niveau du logo que dans les années 2000, Ouais, 10, je vois. tu vois. En fait, on partage la même culture, ce qui fait que je savais tout de suite que je voulais Yuck avec moi sur le label 619. Et pourquoi le label 619 ? Pourquoi ce nom-là ? Alors label, c'était une manière de... Puisqu'on nous faisait comprendre que c'était pas de la BD, ce qu'on proposait, je me suis dit, c'est quoi d'autre alors en fait ? Puis je me suis dit, tiens, j'ai pensé à des labels musicaux. Je me suis dit, ça sera un label en fait, ce sera pas une collection. C'est pas un terme qui est utilisé en... Alors maintenant, dans c'est marrant. l'univers de l'édition ? Alors maintenant, on l'utilise, je le vois souvent apparaître. Ben ouais. Mais à l'époque, en tout cas, de ce que j'en sais, peut-être que je peux me tromper, mais je sais que... Après, moi, à si l'époque, toi qui étais dans le milieu, t'en avais jamais trop entendu j'étais parler. au milieu, justement. J'étais à côté du milieu. C'est-à-dire Ok. que j'étais outsider. Fait du milieu. Non, mais J'aime bien ce terme. je voulais y rentrer, mais j'avais la porte fermée. Autour. Donc, à un moment donné, je me suis dit, on nous fait comprendre clairement que c'est pas de la BD, donc on ne va pas utiliser une terminologie de BD. Donc, on va utiliser le mot label, ça me paraissait bien, label. Mhm. En plus, dans l'inconscient, il y a ce côté label presque qualité. Oui, c'est vrai. Tu vois, donc je me suis dit, tiens, c'est pas mal le mot label. Et puis 619, en fait, à la base, j'aurais voulu appeler... Moi, mon chiffre, c'était le 777, le 777. Et au début, je t'avoue, j'étais parti sur label Ce 777. qui est ton pseudo sur Twitter. Ouais, parce X. ce qui vient de ma chambre d'étudiant où j'ai Ok. créé Moutafoukaz, etc. C'était la chambre 777. 777. Ouais. Et le hasard voulait que de temps en temps, je prenais le TGV, je directement sur la borne et je tombais sur la voiture 7, place 77. Ah ouais, donc Plusieurs fois, ça m'est c'était tombé. ton ombre. Voilà, je me suis dit, c'est cool parce que il y a le 666, moi je suis le 777, tu vois, je suis un cran au-dessus, je suis côté. Label lumière, tu vois. 777, 777. Ouais, mais alors je vais te dire pourquoi non, parce que je trouvais que ça faisait trop nombriliste. Et moi, l'idée, c'était que je voulais jouer le collectif. Et label 777, je trouvais que ça faisait trop, c'est le label à run, tu vois. Ok. Et je voulais pas ça. Ok. Je voulais un peu m'effacer pour le groupe. Alors même en le disant, ça fait prétentieux, hein, tu vois, mais c'était pas ça le truc. Non, C'était... tu voulais jouer collectif dès le début. C'est ça. Et du coup, je voulais pas que ça soit... Donc, je voulais un chiffre, on va dire, neutre. Et puis, le 619, il est tombé comme ça. En fait, j'aimais bien l'idée d'associer le mot label avec un chiffre. Et en fait, du coup, 619, c'est pas mal parce qu'il y a une symétrie qui est sympa. Et tu vois, 619, c'est le chiffre qui est relié à l'indicatif téléphonique de San Diego, qui est la grand mec du comics américain. 619, c'est aussi une prise de catch de Rey Mysterio, tu vois. Donc, je me suis dit, c'est pas mal 619. C'est beaucoup de refs à Moutafoukaz là. C'est le plus. catch et tout. Moutafoukaz, le catch est déjà. Enfin, les rêves de Moutafoukaz sont aussi Oui, dans ils le sont catch. liés à ça, tu vois. pardon. Donc, C'est le sens que je voulais dire, mais. Mais ouais, puis en plus, le 619, c'est un coup finish. C'est le mec passe entre deux cordes et met les deux pieds dans la gueule, en fait. Et je me suis dit, c'est pas mal ça, les deux pieds dans la gueule de la BD, tu vois, quelque part. Vas-y, on part là-dessus. C'est le label rebelle. Un peu, tu vois. Et puis moi, pendant longtemps, un peu par provoque, je disais, l'idée, c'est de mettre un coup de pied au cul de la BD tout en faisant de la BD. Tu vois, c'était ça l'idée. Alors maintenant, je n'utiliserai plus ça parce que on n'a jamais voulu être en rupture avec la BD, mais au début, je t'avoue que j'avais un petit côté un peu revanchard. Genre, ok, vous n'avez pas voulu de nous, on est là en fait. Et pendant longtemps, on a été ignoré parce que je pense que les gens se disaient, ouais, mais Ankama, c'est pas une vraie maison d'édition, ils font du jeu vidéo, ça va pas durer et tout. Puis petit à petit, les gens, ils ont été obligés de constater que si, on était là, et puis on était de moins en moins invisibilisés.
Et puis en plus, on faisait des prix vraiment pour le coup. Nous, notre volonté, c'était aussi de rendre accessible. On fait de la. L'idée de base, c'était on fait de la pop culture dans le sens à la fois pop, tu sais, à l'anglaise, qui saute au visage, mais aussi côté populaire, tu vois. Ouais. Pas élitiste. Je vois totalement ce que tu veux Donc, dire. on voulait pas des prix prohibitifs. Et ça, on pouvait le faire grâce à Ankama, parce qu'Ankama, son économie ne fonctionnait pas, ne reposait pas uniquement sur la maison d'édition, mais c'était plus global. Il y avait le jeu vidéo qui ramenait de l'argent, donc on pouvait se permettre de faire des belles fabrications sans assassiner le lecteur. Donc ça, on n'aurait pas pu le faire ailleurs non plus. Tu vois. C'est vrai que le label 619 a une identité, mais que je ne saurais presque pas expliquer. Il y a un lien vraiment entre tous les numéros qui sortent, tous les univers différents. Là sur la table, on a du Jaune, Shin Zero, MFK2, mais je repense aussi à Hawkeye qui est sorti bien plus tard. Ah ouais. Ok, mais il y a vraiment quelque chose de Il y a spécial, une touche vraiment ouais. que je ne saurais expliquer. Alors moi à la base j'ai fait des études de graphisme. Ouais. On a bouffé du packaging et tout, donc je t'avoue que pour moi de la BD c'est aussi, alors c'est pas un gros mot dans ma bouche le packaging, mais c'est aussi un packaging, c'est-à-dire avant de lire la BD puis de te dire ah ouais c'est quand même vraiment super et tout, ben il faut déjà que tu aies envie d'ouvrir la BD déjà. Donc c'est comme ça que d'ailleurs j'ai atterri sur le stand du label 619. Et ben voilà. Encore une fois, visuellement, ça m'a tapé dans l'œil. Voilà, donc l'idée c'est un cheval de Troie en fait. Ouais. C'est-à-dire que bravo, tu m'as eu. Ouais. Et ça ça vient de mes études aussi en art graphique et de Yuck qui bosse sur toutes les couvertures. Donc on choisit la couve ensemble avec l'auteur et ensuite ce petit truc imperceptible, il vient aussi de la touche de Yuck sur les logos, tu vois. En fait, même si tu as des projets qui ont l'air pas, tu vois, entre Mutafukaz et Okae qui est un western, c'est quoi le lien ? Le lien, il est quand même visible par le packaging, bizarrement. Ouais. Tu vois. Ouais, non, c'est vrai. Et ça, je pense pas qu'il y ait cette force-là depuis autant de temps dans les autres maisons d'édition. Honnêtement, je m'y connais pas assez, mais ça m'a pas donné presque envie d'aller voir ailleurs. Je sais que dès qu'il y a un album qui sort du label 619, je sais que ça va être bien. Je sais que je vais l'acheter et je vais découvrir. Même si, on va dire, Shin Zero qui est sorti il y a pas longtemps de Mathieu Bablé et Guillaume Singelin, ouais. C'est l'univers un peu Power Rangers. Ouais. Je suis pas fan de base, tu t'es dit, mais je me suis dit, ok, là, j'ai l'impression qu'ils ont fait un truc un peu différent à la label 619. J'ai adoré. Ouais. J'ai adoré, j'attends avec impatience la suite. C'est trop bien. Encore une fois, ouais, c'est comme une porte d'entrée, mais dans plein d'univers et notamment dans l'univers de la BD / comics / manga / tout en fait. Ouais. Bah écoute, tant mieux, c'est que ça marche alors du coup. C'est que ça marche de ouf. Le label 619, tu disais que tu voulais créer un label collectif. Au début, t'étais tout seul. Après, il y a d'autres artistes qui t'ont rejoint. Comment ça s'est fait ? Comment t'accueilles de nouvelles personnes dans le label ? Moi, je te cache pas que le label 619, quand j'ai vu un peu ce que c'était, quand j'ai découvert, je me suis dit, pour moi, ils sont dans une grande maison, dans un espèce d'immeuble, et il y a plein d'auteurs partout. C'est comme une grande famille. Ils bouffent ensemble, ils créent. Est-ce que c'est une fausse idée que je me fais ? Comment justement ce côté collectif c'est à la fois. Alors oui, c'est concrètement voilà, je vais être obligé de dire la vérité, mais en fait, en gros, c'est ce que je veux transmettre. Ouais. Je veux que les gens se disent ça en voyant notre travail. La réalité, c'est pas ça, évidemment. La réalité, c'est que il faut des gens qui chapeautent, tu vois. Ça reste du travail quand même, j'ai envie de dire entre guillemets sérieux. Les décisions peuvent pas être prises collectivement, forcément. Donc, en fait, la manière dont ça marche actuellement, c'est que jusqu'à 2019, c'est moi qui m'occupais de tout en termes de chapeautage. Je sais pas si ça se dit. Mais maintenant, par exemple, comme je bosse avec Singelin, Bablé et Modou à la co-direction, quand on a un coup de cœur ou quand il y a un titre qui nous intéresse, il y a un éditeur qui va être délégué au titre, tu vois. Donc, par exemple, et des fois ça peut être deux, tu vois. Par exemple, Singelin et Bablé s'occupent en ce moment un titre qui s'appelle Une fête sans fin. Ils sont à deux en train de bosser dessus. Puis ensuite, ça va passer par moi et Yuck pour tout ce qui est fabrication ou DA, etc. Mais chacun, au final,
a un rôle, on va dire, dans chaque numéro. Alors pas tous. Pas tous. Alors nous, comme je te dis, il y a 4 directeurs de collection et ensuite il y a les auteurs. Il y a toute une ribambelle d'auteurs qui bossent avec nous et parfois qui ne se connaissent pas entre eux. Mais on est tous liés par l'aspect, j'ai envie de dire, humain des choses. C'est-à-dire que on se connaît. Enfin, même si certains ne se connaissent pas entre eux, nous, en tant que directeur de collection, évidemment, on connaît tout le monde. Et c'est vrai que quand on se voit, c'est toujours très sympa parce que on parle d'un tas de trucs, sauf de BD en fait en règle générale, parce qu'on est passionné de plein d'autres choses, de jeux vidéo, de films, de machin et tout. Quand on parle BD, c'est vraiment boulot. Et puis quand on est en détente, on parle évidemment de plein d'autres choses. Mais on bosse tous en télétravail. Par exemple, sur les co-directeurs, Mathieu est à Grenoble, Florent il est à Lyon, moi je suis à Lille. Et puis il n'y a pas un bâtiment label avec une grosse devanture, trop stylé. Il n'y a pas ça. Non, à la fois malheureusement. Et moi j'habite tout près d'Yuc qui bosse aussi chez lui. Et puis on va chez l'un, chez l'autre pour définir les choses ensemble et tout. Mais en fait, moi ce que je veux, c'est que justement les gens pensent qu'on est une espèce de hangar avec plein de mecs et de meufs en train de bosser. Mais très familial, pas en mode grosse entreprise. Non, limite, j'ai presque envie de dire un truc très... un atelier d'artiste, en fait, tu vois. Ouais. C'est l'idée... en fait, en vérité, si on avait un local où on était tous de la même ville, ça ressemblerait évidemment à ça. Mais il n'y a pas la possibilité matérielle. Non, mais bien sûr. Un peu comme dans Shin Zero. Ils sont dans un appart, un peu tous en coloc. Vous voyez ça, moi. Ouais. Non, en fait, c'est pas ça, mais c'est pas ça, mais l'esprit y est, quoi. Ouais. Mais ça se ressent, et c'est trop cool. Des nouveaux auteurs peuvent aussi intégrer le label 619 ou d'humain. Comment ça se fait? Ils t'envoient des... moi, en fait, je fais de la veille sur les réseaux sociaux. Ah ouais, donc tu es chasseur de tête un peu. Ouais, mais tu sais, c'est vraiment à la cool. Par exemple, l'artiste tatoueuse Kogumeli, quand j'ai vu ses premiers dessins déboulés et tout, j'ai contacté direct. J'ai dit, salut, voilà, moi je fais ça et tout. Si jamais tu veux bosser avec nous sur X raisons, de la BD ou toute autre chose, voilà, ça c'est mon adresse mail, tu me contactes et tout. Tu lui as montré tes tatouages au stylo bic? Non, j'ai plus d'archives là. La meuf, elle me répond quoi? Je termine mes études de commerce, tu vois. Waouh. Donc j'ai dit putain, la meuf avec le talent qu'elle a, elle est encore en études de commerce, tu vois. Et bon, et c'est sur le long terme. Je sais que donc là, elle vient tatouer avec nous, tu vois, là ici c'est trop petit à la Japan, notre stand est trop petit, mais par exemple à Angoulême, elle vient faire des tatous sur notre stand et tout. Puis je sais très bien qu'un jour, on fera soit une BD ensemble, le artbook ou toute autre chose. Et c'est pareil, souvent il y a soit de la veille sur internet où je contacte les gens, ou alors des fois les gens qui viennent nous voir. Hier on a un petit gars qui est arrivé de 18 ans, j'ai vu ses dessins, je dis putain mais c'est ouf. Il est peut-être pas encore prêt pour son récit, je sais pas, je lui ai dit écoute, prépare un dossier puis on voit ce que ça donne. Mais s'il est pas prêt, je sais que je le suivrai jusqu'à ce qu'il soit prêt en fait, tu vois. Donc, c'est trop bien. Ouais, c'est comme ça que ça marche. Ça reste humain, contrairement à... Je m'y connais plus en musique, on va dire, dans les labels, maisons de disques et tout. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment le côté humain. Ça me rappelle un peu, je sais pas si tu connais le label Headbanger. Ouais, Pedro bien sûr. Winter, ouais, un petit côté. Pedro Winter qui a été manager des Daft Punk à l'époque, qui a créé son label et qui a notamment propulsé Justice. Mais le Headbanger, ça me fait penser un peu au label. Tu sais pourquoi tu penses à ça? Non. Parce que lui-même, il était musicien. Tu vois? Ouais. Donc, c'est pas un chef d'entreprise qui est arrivé. Nous, en fait, on est des éditeurs, mais on est avant tout des auteurs. Ouais. Donc, je sais aussi que par rapport à ça, tout ce qu'on va, tu vois, les corrections qu'on va apporter ou qu'on va demander à l'auteur, le mec, il sait en face que c'est pour le bien du projet. Il sait que nous-mêmes, on est des auteurs. On va pas d'un coup dire comme certains éditeurs, j'aime pas trop la couleur, là, tu peux pas la changer et tu sais pas pourquoi tu dois changer la couleur, juste parce que le mec, il aime pas, mais tu vois, on va apporter des arguments rationnels de narration, de trucs, voilà pourquoi ça fonctionne pas, voilà comment ça fonctionnerait mieux. Et en fait, il y a une confiance qui fait que les gens savent qu'on est des auteurs. Ils sont venus vers nous aussi parce qu'ils aiment notre travail. Donc, en fait, ça se fait de manière beaucoup plus organique et fluide que si... alors, j'ai rien contre les gens en costard-cravate, mais contre un éditeur qui ressemble à un banquier, qui vient te dire ça sent pas bon. Ouais, ton histoire là, en fait, il faudrait que tu la retravailles, mais en fait, tu sais pas bien pourquoi, et tu dis, mais en fait, le mec, c'est quoi ses goûts, c'est quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Là, les mecs, ils savent
Oui. ils connaissent notre travail. Donc, Ouais, soit je vois très bien. ouais, et Ils s'ils sont font- passés par là où tu es actuellement, donc ouais, et ils savent à qui ils ont affaire en fait. Ouais. Tu vois, que l'éditeur, en règle générale, c'est un mec, qui est en règle générale salarié, ce qui n'est pas notre cas. Ouais. Qui est là pour défendre la maison d'édition et puis potentiellement faire de l'argent, tu vois. Et de lui, tu connais peut-être pas grand-chose, ni sa vie, ni ses goûts, ni rien du tout. ouais, Donc, je comprends. tu vois, tandis que nous, tu lis nos BD et tout, les mecs, ils comprennent dans quel univers on navigue, ils voient si on a des refs en commun, et s'ils viennent vers nous, c'est que déjà, il y a déjà cette confiance qui a été franchie. Ils viennent vers des auteurs qui sont éditeurs, en fait. Mais le label 619, tu parlais d'Ankama tout à l'heure. Là, vous êtes plus avec Ankama. Vous êtes Non. vraiment indépendant. Et vous On est- publiez chez Rue de Sèvres, c'est C'est ça? ça, ouais. Mais du coup, c'était un chef d'entreprise, on peut dire? C'est une... Ouais, c'est- c'est un grand mot, mais Le label, oui, c'est devenu vraiment... c'est une entreprise. Ouais. C'est une entreprise. Alors, en fait, quand j'étais chez Ankama, j'étais salarié. Donc, j'avais un salaire couteau suisse. Mon salaire, il me permettait de faire plein de choses, en fait. Enfin, il me permettait de faire plein de choses et je faisais plein de choses avec. C'est-à-dire que je faisais à la fois j'étais salarié pour faire ma BD, j'étais salarié pour faire le label 119, j'étais salarié pour recruter, j'étais salarié pour faire les réseaux sociaux, salarié pour faire le film, salarié pour, tu vois, voilà. Hop, excusez-moi de vous déranger quelques instants, c'est Robin du montage. Juste pour clarifier quelque chose, Run à l'instant vient de parler de film et c'est vrai qu'on avait un temps limité pour faire cet épisode, donc on n'a pas eu le temps d'aborder un sujet crucial de l'univers du label 619, c'est que Mutafoukaz a été adapté en film en 2018, en film d'animation, ça a été au cinéma, c'est toujours dispo en DVD, avec notamment les voix de Orelsan et de Gringe dans le rôle d'Angelino et de Vince. Donc voilà, si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille d'aller le voir parce qu'il est juste trop bien. Et puis je vous souhaite une bonne fin d'épisode. Il reste encore un peu de temps. Installez-vous, vous êtes à la maison ici. Donc à la fois, c'est bien parce que tu as le confort du salaire, mais en même temps, trop de casquettes. Et puis, bon, bref, au bout d'un moment, il y a eu cette décision collective avec Ankama peut-être de bosser autrement. Donc, je suis sorti des effectifs. J'ai monté ma boîte du coup avec les auteurs historiques, des auteurs dont je savais très bien que tout se passerait bien, donc Blé, Singelin et Maudou. Ouais. On a mis des ronds pour faire une entreprise, et encore jusqu'à ce moment-là, on bossait encore en partenariat avec Ankama. Puis est arrivé le Covid, puis sont arrivées de nouvelles têtes, puis des tensions qui n'auraient peut-être pas dû lieu d'être, peu importe. Voilà, en tout cas, il se passe que on a mis un terme à la collaboration. Ok. Et puis nous, on s'est dit, bon, ok, quid de la suite en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est full indé et on fait nous-mêmes notre maison d'édition? Ça veut dire on imprime machin et tout, des attachés de presse, des trucs et tout. Oh, ça aurait été... Mais est-ce que c'est notre force à nous? Ouais. Nous, notre force, c'est de créer des choses. On va se perdre. Ou alors, on essaye de trouver une maison d'édition qui accepte notre identité en disant, voilà, nous, on veut faire ça avec zéro contrainte, avec la même fab qu'on avait avant, à prendre ou à laisser, mais par contre, en contrepartie, on a ça, puis pour vous, en tant que maison d'édition... Il y a déjà des marques fortes. Hein. Il y a des marques... Mutafoukaz, que tu as... Maintenant, il y a la suite avec MFK2. Ouais. Donc, c'est aussi... Ouais, c'est ça, donc c'était... donc, on a fait le tour, je t'avoue, on a fait le tour des maisons d'édition de France, tu vois. Et puis on a vu les personnes avec qui on avait le plus de feeling en fait. Et donc je pense qu'il y a des maisons d'édition quand ils nous ont reçus, tu vois, ça se passait bien et tout, mais en fait je t'avoue que on nous parlait beaucoup de chiffres, tu vois. Et les seuls qui nous ont parlé de livres, c'était Rue de Sèvres. Et là, direct, ça fait tilt. Donc, le choix, il a été fait, en fait. Tu vois, il nous parlait de livres, en fait. J'entends bien. Tu vois, puis après, je sais que Nadia, elle est arrivée, une éditrice, elle est arrivée, et puis à un moment donné, elle nous a un peu taillé, sur un choix de fab qu'on avait fait, tu vois. Et puis, pour n'importe qui d'autre, peut-être ça aurait créé une tension, mais moi, c'est le détail qui m'a plu. Je me suis dit, ah ouais, d'accord, elle nous rentre dedans comme ça, tu vois. Puis, je me dis, ouais, elle a raison, on aurait dû rajouter un compte fil, tu vois. Puis je me suis dit, c'est bien, du coup, si elle me dit ça, c'est qu'ils sont pas au taquet de se dire, ouais, nous, à la Fab, moi, il y a un éditeur qui avait dit, nous, moins on en fait, mieux on se porte, tu vois. J'ai fait, non, mais c'est pas le truc à me dire, tu vois. Donc, je me suis dit, là, la meuf, elle dit quand même qu'il faudrait rajouter un compte fil, tu vois, ça a un coût.
bah, c'est qu'ils ont compris notre délire, en fait, tu vois. Donc, ouais, ça m'a plu. Puis les équipes et tout, je les ai trouvées très humaines. On a mis carte sur table. J'ai senti qu'il y avait 0 vice caché. J'ai dit, allez, vas-y, ça a été vite. Le choix était en fait vite fait, quoi. Et c'est un peu grâce à eux qu'on peut faire cet épisode d'À Contretemps. Ben ouais, carrément. Ici. Ouais. Et c'est trop bien. On s'approche un peu de la fin, Ouais. Ron, et pourtant j'ai encore plein de questions à te poser. Ouais, j'ai l'impression qu'on n'a pas fait le tour, mais. On n'a pas fait le tour du tout, mais déjà je vous invite à aller voir sur le site du label, sur le site du label 619, pardon, sur le site de Rue de Sèvres. Je vous invite aussi à aller dans les conventions, dans les salons à Angoulême et tout, pour aller voir juste de vos propres yeux, discuter avec les auteurs, parce que vous êtes souvent aussi là en train de, il y a aussi des petits des packs un peu exclusifs. Ouais, j'ai vu qu'il y avait des petites figurines, il y a des cartes, vous avez fait un système de cartes et tout, c'est trop bien. Ouais. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller découvrir ça par vous-même et à amener vos proches et tout, parce que c'est vraiment une expérience à vivre. Du moins moi je suis très heureux de l'avoir vécu. Run, concrètement, comment se fait une BD? Comment se fait un bouquin? Il y a un dessinateur, quelqu'un qui s'occupe de l'histoire. Comment tout se fait? Est-ce que tu peux nous expliquer de Day One jusqu'à la sortie en magasin? Ah, écoute, c'est tellement propre à chaque titre et à chaque auteur que c'est... Bon, déjà, pour commencer, ça démarre par un dossier, tu vois. Un dossier, donc dans le dossier de BD, alors soit c'est un auteur seul, soit c'est un duo dessinateur-scénariste, soit des fois c'est même un peu plus complexe, tu vois, dans l'approche. Mais en tout cas, ça démarre par un dossier. Dans le dossier, il faut un pitch. Souvent, les gens nous envoient l'histoire, tu vois, par le menu. C'est genre case 1, page 1, 2 points, il neige sur Stalingrad. Non, on va pas lire, tu vois, 128 pages de texte et tout. Non, de quoi ça parle ta BD, tu vois. Donc un pitch rapide, une note d'intention, qu'est-ce que tu veux raconter là-dedans, c'est quoi, pourquoi tu veux faire ça et tout. Des fiches perso, et puis 2-3 planches pour voir à quoi ça ressemblerait, tu vois. Et on a besoin que de ça. Et ensuite, si ça nous plaît, on contacte l'auteur pour en discuter. Voilà, et là je vais lui poser des questions pour savoir s'il maîtrise bien ce qu'il veut raconter, tu vois. Tu vois, il va me dire par exemple, alors mon personnage, tu vois, je dis n'importe quoi. Hein. Ouais. Donc en fait, c'est un pirate, il a une jambe de bois, il fait ci, ceci. Et à un moment donné, je vais lui dire, pourquoi il a une jambe de bois ton pirate? Ouais. S'il me dit je sais pas, retourne bosser, tu vois. Ouais, l'histoire elle est pas encore. Retourne bosser, même si on ne le voit pas, il faut que le mec il sache tout de son personnage. S'il me dit bah je sais pas, c'est parce que c'est stylé. Non. Okay. Il faut que toi tu saches pourquoi il a ça, pour que lui-même, dans son attitude, on sente qu'il a peut-être traversé un truc de ouf ou pas, hein, j'en sais rien, je sais pas. Donc voilà, une fois que je sais que le mec il est mûr et tout, ben il commence en fait, c'est-à-dire que si je le sens bon, on y va, on fait un contrat. Et puis ensuite, ça dépend si c'est un auteur plus ou moins confirmé. Il y a des auteurs où je demande à voir le storyboard avant qu'il commence vraiment. Tu vois, puis ensuite, là, éventuellement, il y a des corrections qui peuvent se faire. Alors, le storyboard, si les gens ne savent pas ce que c'est, en général, c'est un mot qu'on utilise beaucoup pour le cinéma, mais nous, on l'utilise aussi par abus de langage, mais c'est en fait un découpage. Tu vois, des fois, ça peut même être des bonhommes bâtons dans des cases, on s'en fout. C'est juste voir comment tu vas raconter ton histoire. Une scène, tu as tellement de façons différentes de la raconter. C'est ce qui m'a toujours fasciné, le choix sur une page, ce qu'on appelle une planche, ouais, c'est ça? Ouais. Pourquoi ce mouvement-là par rapport à la bulle? Enfin, j'ai toujours été fasciné mais par. Mais surtout qu'il n'y a pas une bonne ça. façon de faire. Il y en a plein. Oui. Tout dépend de qu'est-ce que tu racontes dans ta case. Tu veux montrer que le mec est dominant, bah tu fais une contre-plongée. Tu veux montrer que le mec est ridicule, enfin, tu vois. Ça prend du temps, ça. Bah, en fait, hyper long. Bah, il faut, de préférence, si c'est pas intuitif, c'est peut-être que t'es pas encore prêt. Ok, moi je suis pas prêt. J'ai envie de dire, on est jamais vraiment tous prêts, mais en fait, il faut. Après, il y a aussi la bouteille qui fait qu'après, t'as des mécanismes qui se mettent en route et tout. Tu peux essayer de te surprendre toi-même et tout, mais bon, en tout cas, si ces choses-là sont pas claires encore pour le gars, alors ça peut s'apprendre. Hein. Moi, je sais qu'il y a des auteurs au début, ils avaient pas percuté, puis au fur et à mesure de correction, ils commencent à se dire ah oui, mais en fait. Il ne s'agit pas juste de dessiner mon personnage avec une bulle. Il faut aussi que le cadrage raconte quelque chose dessus, tu vois.
toi, justement, des auteurs comme ça qui débutent un peu, tu leur donnes des petits conseils, par exemple. Ah, j'aurais pas vu l'image comme ça, j'aurais plus vu le gars. Ça peut même cette être position-là. ça peut même aller au-delà. Des fois, je peux même dire, écoute, est-ce que tu me permets que je te fasse un découpage là sur cette scène-là qui me paraît importante. Ok. Le mec il me dit oui, je refais un découpage, je lui soumets. Et là le mec soit il me dit ouais, je ne voyais pas comme ça parce que j'y avais imaginé plus ça et tout, donc ce cas-là on rebosse. Ok. Ou alors il me dit ah ouais, effectivement c'est mieux. Et normalement, s'il est bien câblé au niveau de son cerveau, il doit comprendre les erreurs qu'il a faites. Ok. Et il doit comprendre quels sont les choix que j'ai faits pour que effectivement pourquoi ça marche mieux. Et puis ensuite, il va le reproduire lui-même. Et puis ensuite, ça va rentrer, il va l'intégrer, puis ça va devenir un mécanisme. Donc ça, c'est un peu, ça s'appelle former un auteur en fait. Tu vois. Mhm. Ça peut être plus ou moins long selon les auteurs. Ouais, je comprends. Bon, bref. Et puis ensuite, ensuite l'auteur, il fait une fois qu'il a fait son découpage, ensuite il passe à l'ancrage. Normalement, moi, j'ai plus rien à faire à ce moment-là. Parce que le découpage, normalement, c'est pas censé devenir complètement autre chose à l'ancrage. Hein. Ouais. Donc ensuite, il fait son ancrage. Normalement, si le storyboard est respecté, c'est tout. C'est que son squelette est solide. Il y a déjà le texte là. Sur le storyboard, ouais, sinon je peux pas le lire. Ouais. Tu vois. Et mais par exemple, Florent Moudou, jamais de la vie, je lui demande son découpage. Ouais. Vois. Et il fait son truc, Ouais, ok, d'accord. sa live, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais surtout que maintenant, en plus, il est passé de l'autre côté de la barrière. Il est éditeur aussi, donc voilà. Mais si à la demande, évidemment, tu vois. Est-ce que là, je suis pas sûr de mon coup. Oui, en mode conseil de pote. Tiens, tu peux juste regarder, me donner ton avis. Moi, des fois, même, j'envoie des trucs à Guillaume Saint-Jean. Je dis, mec, je m'en sors pas avec ce posing. Ça fait une demi-journée que je suis dessus, je m'en sors pas. Est-ce que tu peux m'aider, tu vois? Le mec, dans les 20 secondes, il me renvoie 5 croquis. Je sais même plus lequel choisir tellement ils sont tous bien. C'est trop bien. Tu vois, ça arrive comme ça aussi, tu vois. C'est trop bien. Mais et puis ensuite, le mec il passe à l'ancrage. Et une fois que l'ancrage il est fait, il passe à la colo. Et puis ensuite voilà. Ensuite une fois qu'on a toutes les planches, on fait un chemin de fer. Ça va être chiant peut-être pour tes auditeurs. Il y a un chemin de fer où on remet. On découvre. C'est un podcast. Vous pouvez passer ce petit passage si ça vous intéresse pas. Mais je vous invite à rester parce que c'est toujours bien de le savoir. moi en règle générale aussi les auteurs, je dis toujours ta BD, n'oublie pas que c'est sur 2 pages qu'elle est. Donc réfléchis toujours à page de gauche, page de droite. Et de préférence, quand tu fais ton découpage, réfléchis page par page, en duo de pages, pas juste une page et ensuite une page. Il faut que les pages, des fois, elles se répondent. Et puis des fois aussi, peut-être une surprise, tu vois, Une double page. Ouais, ou alors, tu vois, quand tu lis une BD, ton œil, il peut d'un coup, sans faire gaffe, ou même juste quand t'as tourné la page, oh merde, t'es spoilé. Mais moi, c'est totalement ça. Ouais. J'allais venir. Moi, des fois, je fais super gaffe à ça. à chaque fois, je me fais avoir et je suis toujours curieux quand je tourne la page de regarder à droite. Ah non, non. Moi, tu vois, dans mes BD, normalement, c'est censé pas arriver. C'est-à-dire que la surprise, elle est toujours à la page de gauche. Trop bien. Ah non, mais c'est cool de penser à ça. Et tant mieux, hein. Ouais, mais c'est parce qu'on est lecteur aussi, nous. Ouais, moi, il y a rien qui m'énerve de plus que de me dire, merde, je viens de voir un truc. Ouais. Donc toute la discussion avant, j'en ai rien à foutre parce que ça y est, c'est trop tard. J'ai vu ce qui allait être dévoilé. Carrément. Bon, bref, toujours je suis un peu vulgaire. Je suis désolé, mais c'est mon langage de tous les jours. C'est un podcast, hein. Je me rends compte que on n'est pas en télé, on n'est pas en radio. Mais donc voilà, et une fois que donc ensuite il y a le chemin de fer. Donc le chemin de fer, c'est justement c'est un logiciel qui permet de faire la simulation du livre page par page. Ok. Donc, comme ça, on voit éventuellement si toutes les pages se répondent bien. De temps en temps, le mec il s'est peut-être foiré sur une page. Et, ah merde, je croyais qu'elle était à gauche, en fait elle est à droite, ou inversement. Donc on fait une page de respiration à cet endroit-là, machin et tout. Ensuite, ça s'appelle la maquette. On met les textes. Tu vois, les textes doivent être sur un logiciel à part et pas dans Photoshop parce que quand il y aura la traduction, les mecs ils vont pas ouvrir chaque page Photoshop, enregistrer et tout. Ouais, bien sûr. Donc il faut que tout est sur un logiciel et comme ça ils ont juste à remplacer les textes qui sont déjà placés dans les bulles, tu vois. Comme ça, nous on envoie pour la traduction par exemple espagnol, on envoie la BD et les bulles sur les PSD, elles sont vides. Et puis quand ils ouvrent avec le logiciel InDesign, il y a tous les textes sont là et il faut juste changer les textes, tu vois. Ok. C'est un technique, c'est un détail, mais voilà. Ouais, mais c'est. Tu m'as demandé ça m'a toujours fasciné. Ça m'a toujours fasciné. Même le choix des papiers.
des feuilles de papier. Des fois, dans C'est important Moutafoukaz, aussi, ouais. je me suis dit, mais pourquoi ça change de papier? Un papier, on va dire, glacé, il y a un papier un peu plus mat. Ouais, c'est ça. Ouais, ça. ouais, bah, Et je me dis, pourquoi ils changent de page? Pourquoi c'est pas le même papier? Après, ça revient à un autre papier. ouais, J'ai ouais. toujours posé la question. Bah, moi, c'est un kiff, en fait. Tu vois, c'est Mais que- ça, qu'est-ce que ça a comme résultat chez le lecteur, ce genre de. Bah, justement, moi, l'idée, c'est que j'aime bien que le lecteur soit un peu surpris. Moi, en gros, Moutafoukaz, mon but avec Moutafoukaz, c'est pas de révolutionner la BD, c'est pas de raconter une histoire extraordinaire, c'est donner du plaisir au lecteur, en fait, qui kiffe le moment où il va lire. Mhm. Et son kiff, il peut passer aussi par des petites surprises comme ça, de se dire, ah tiens, là, on change de papier. Pourquoi on change de papier? Ah oui, bah, on change complètement d'ambiance à ce moment-là, tu vois, ça participe au Les changement couleurs sont d'ambiance. pas aussi les mêmes. C'est ça, les couleurs, elles sont différentes. J'aime bien provoquer aussi la surprise aussi. Donc, moi, c'est ça voilà, moi, c'est ça mon ADN perso, mais c'est pas le même que celui de Saint-Gelin, c'est pas le même que, tu vois, en fait, on a chacun nos kinks, j'ai envie de dire. Ouais. Mais voilà, Et- enfin, le changement de papier fait partie aussi de la. Pour moi, Ok. pour moi. Je trouve ça super, hein. Mais je voulais te poser la question, Oui. justement, je me dis. Et ensuite, ensuite, ça part à l'imprimeur. Donc, l'imprimeur, c'est pareil, il doit faire ça en feuillet de 16. Bon, bref, c'est tout un truc. C'est Ouais. des immenses pages. Bon, bref. Et puis ensuite, il y a l'assemblage, et puis, l'assemblage avec la couverture, etc. Enfin, il faut voir ça. J'avais fait une vidéo il y a une chaîne YouTube 619 d'ailleurs, Label 619. Ok. Et j'avais Allez fait un vous petit abonner. reportage. Alors, pour le coup, c'est vraiment les geekos technicos. Hein, Il y a des curieux. Moi, je suis curieux et pourtant, Mais à la base, j'étais pas fan de BD, mais je suis curieux. en tout cas, là, il y a tout le process de fabrication. D'accord. J'en parle un peu. J'irai voir. C'est très ludique. Hein, on rentre pas dans les détails du détail, hein, mais voilà. C'est super impressionnant de voir les encres parce que ça passe par 4 couleurs. En fait, toute une BD, là, toutes les couleurs que tu vois, il y a juste un passage de 4 couleurs qui est le cyan, magenta, jaune et noir. Donc tu vois, les pages, elles vont vite et puis ça passe d'abord par un passage cyan. Alors toute ta BD, il y a que le bleu dessus. Ah, ok. Ensuite, ça s'en va Je vers vois. le magenta. Il y a tout le rose. Et puis ensuite, le jaune. Et puis ensuite, le noir. Puis à la fin, tu as des couleurs de ouf. En fait, si tu regardes à la loupe une BD, tu vas voir que ce que tu penses parfois être un aplat, c'est une multitude de petits points. Tu vois, ça fait des petites croix, des petits ronds, des petits trucs. Et la disposition, ça s'appelle la linéature. La disposition fait que tu as une impression optique d'une couleur quand tu t'éloignes, en fait. Ouais, je vois. Tu vois. Donc, C'est un peu ça avec le noir et blanc. non, le noir et blanc. Des fois, on a l'impression vraiment de visualiser la couleur. Non? C'est moi? Attends. Je suis fou? C'est-à-dire C'est-à-dire sur une image en noir et blanc, toutes les nuances de gris. Ah oui, en oui, fait, je ça vois fait ce que tu veux vraiment. dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais moi, c'est pas ça dont je parlais. Ok. Ce que je disais, c'est que, de toute façon, vous ferez l'expérience chez vous, chers auditeurs. Tu regardes une BD à la loupe et tu vas voir que, je dis n'importe quoi, mais les schtroumpfs, c'est pas juste une couleur bleue, c'est pas un aplat bleu. Ok. C'est constitué de plusieurs couleurs. Donc, il y aura beaucoup de cyan, il y aura peut-être un peu de magenta, il y aura peut-être Ok. un tout petit Dû peu de à jaune. l'impression. Ouais, Ok. ouais. Donc c'est une contrainte technique qui fait qu'avec ces 4 couleurs-là, tu fais toutes les couleurs. Et donc ça, c'est impressionnant à voir parce que quand tu vois l'encre qui coule dans la machine, tu vois, des fois tu te dis mais ça tient du miracle qu'à la fin on a un truc comme ça, tu vois, dans les mains. Et puis le fait, tu te dis, c'est mon bébé là qui est en train d'être. Ouais. imprimé. En règle générale, tu te dis aussi ah merde, tu te rends compte d'une coquille alors que les pages elles sont en train de. Aïe. Stop, Des- arrêtez Des tout. fois ça peut arriver, donc là bah t'es obligé de te dire bon bah c'est tant pis, on verra à la réimpression, tu vois. Mais a priori on fait tout pour que ça n'arrive Oui, non, il y a pas de souci. Après, c'est assemblé et ça part en boutique. pas. Ouais, c'est ça. Oh, Donc c'est trop bien. J'adore. J'ai envie de relire, mais on est à la Japan Expo. D'ailleurs, on les remercie de nous accueillir ici. Run, j'ai un petit jeu. C'est très rapide. ouais. Enfin, très rapide. C'est toi, hein, c'est en fonction de toi. Ouais. Je vais te donner 5 mots. 5 mots, j'ai pris au hasard. Je vais d'abord te donner, je pense, les 5 mots. Et chaque mot, j'aimerais que tu les associes à une œuvre du label 619. Ok. D'accord, ça va peut-être être compliqué. Je vais tous te les donner d'un coup, comme ça tu peux pas dire ah mince, j'ai utilisé déjà ça. Non, vas-y, juste avant. un par un. Un par un. Ouais, ça, Ok. Le premier c'est underground. Oh, Ouais, c'est des mots compliqués. Je les ai pris au hasard vraiment. Un générateur.
de mots. Underground. Underground. Une œuvre du label 619 qui se rapprocherait le plus de... que tu qualifierais peut-être en un seul mot. Ouais, je dirais... allez, vas-y, je vais dire Slum Kids. Slum Kids. Ouais. De Petit Rapace. Petit Rapace. D'ailleurs, il y a le tome 2 là qui est sorti, c'est ça? C'est ça, ouais. Qui est un récit assez rugueux, un peu niche, assez brutal, mais qui dit beaucoup de choses sur le, tu vois, le monde aujourd'hui et sur, tu vois, la différenciation entre les classes aisées et peut-être les laissés pour compte, qui a un thème aussi que j'aime beaucoup dans Mout of Kaz. J'aime beaucoup les marginaux, les laissés pour compte, de ouf. les losers en fait. Tu vois, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. En règle générale, quoi. On raconte souvent dans les BD ou même dans les films, on raconte souvent les histoires de winners et de héros magnifiques. Mais moi, j'aime bien ceux qui sont insignifiants et médiocres, quoi. J'aime bien voir. Eux aussi, ils ont des choses à raconter, je pense. Tu vois. Non, c'est vrai. Donc, bon, je dirais Slum Kids. Slum Kids pour Underground. Un autre mot, j'ai baston. Baston. Ah, j'aurais peut-être dit Slum Kids. Mais allez, je vais dire Moutafoukaz. Moi, j'ai pensé à ça. Ouais, je vais dire Moutafoukaz parce que c'est un truc que j'aime bien dessiner en fait. Puis il y a du catch aussi, entre autres. C'est Il n'y a ça, pas que ça, mais. Il y a des courses-poursuites, il y a des fusillades, il y a des trucs comme ça. La bagarre, la baston. C'est ça, de la bagarre, ouais. La bagarre. Un autre mot, aventure. Aventure. Ouais, je dirais peut-être Cloud. Je dirais peut-être Cloud. J'aurais pu dire aussi OKA. Mais non, je dirais Cloud parce que il y a une espèce de dynamique d'aller vers l'avant après une apocalypse. Et ils savent pas tout est à reconstruire en fait. Donc ouais, je dirais ça. Je dirais Cloud de Florent Modou. Il en reste. D'ailleurs, il y a le tome 2 aussi qui est sorti il y a pas longtemps. Ouais, il y a pas longtemps. Il en reste 2 super-héros. Bon, il y a un titre, mais il n'est pas sorti, donc voilà. Il sortira quand? Aucune idée. Ok. Mais super-héros, allez, vas-y, je vais dire, même si c'en est pas, c'est le contre-pied des super-héros, mais je vais dire Shin Zero. Qui sont des super Sentai, mais qui vivent dans un monde où il n'y a plus de... Tu sais, normalement, la fonction d'un Sentai, c'est de défendre, tu vois, la Terre et le bien contre les forces du mal. En gros, on va faire simple. Et il se trouve que là, il n'y a plus d'enjeu particulier, c'est-à-dire que les kaijus qui menaçaient la société et le monde civilisé, ils ont disparu. Donc, à quoi servent les Sentai à l'époque de Shin Zero? Malheureusement... c'est comme tout, on s'est dit on va les exploiter, on va les ubériser parce qu'il y a une concurrence incroyable et du coup ils sont complètement ubérisés et exploités par la société et Uberisé, c'est marrant ça. ouais donc ils reçoivent des notifs sur téléphone genre ils acceptent ou pas la mission. S'ils acceptent pas tout de suite, peut-être quelqu'un d'autre va l'accepter, c'est mal payé, tant pis, j'y vais quand même et puis ils vont aller faire la sécurité dans un magasin de fringues, tu vois. Voilà à quoi servent les Sentai dans le monde de Shin Zero. Shin Zero, tome 1 qui est sorti, le tome 2 il sort quand? Faut pas me demander de date. Moi. Ok. Parce que j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de connaître la suite. De toute façon, ça sera 2000. On est en quelle année? On est en 2025. 2026 approche à grands pas. Ouais, 2026. Ouais. Ok. Donc Shin Zero pour super-héros, il en reste un. C'est Cartoon. Ah merde, parce que là, j'aurais bien dit... Slum Kid? Ouais. J'aurais bien dit Slum Kid parce que... tu vois, il coche quasiment toutes les cases, sauf l'aventure pour l'instant. Tome 3, ça sera l'aventure. T'as le droit à un joker, tu peux échanger si tu veux. Par contre, Underground, il faudra que t'en trouves un. Alors d'accord, ok, on fait comme ça. Vas-y. Cartoon, je mets Slum Kids. Ok. Est-ce que c'est un dessin un peu... comment tu qualifierais le dessin de Slum Kid par rapport à Cartoon? En fait, moi je suis un peu biaisé aussi par le fait que je connais l'auteur, Petit Rapace, et il adore les cartoons old school, un peu années 30. Ça fait un peu tatouage. Ah ouais, il est blindé de tatouages de ce genre-là en plus, tu vois. Le vieux Pinocchio, tu vois, des années 40, ou bien Cuphead, tu vois, le genre de délire. Oui, mais voilà, c'est ça, c'est à ça que je pensais. Les anciens cartoons des années 30 américains, tu vois, donc il est beaucoup inspiré par ça, il est inspiré aussi par la culture japonaise, donc c'est un mix, encore une fois, c'est très métissé son univers. Donc, allez, on va le mettre dans le cartoon pour ça. Et du coup, Underground, je dirais le Reader, alors. On va dire le Reader.
parce que Lowrider, c'est des codes très underground, c'est anthologique, c'est... Lowrider, c'est un espèce d'album avec 3 histoires à l'intérieur, ouais. un peu sous forme 3 de histoires magazine. courtes, Ouais, c'est ça, ouais. c'est un magazine. Il y a des pubs, des fausses pubs à l'intérieur. C'est génial. Il y a des fausses réactions d'auditeurs, Ouais. de lecteurs, pardon. C'est génial. Tout est pensé. Alors des fois c'est des fausses et des fois c'est des vrais qu'on va chercher sur les forums où les gens ils nous taillent quoi. Mais bon, en tout cas c'est toujours rigolo. Et ouais, je dirais underground parce que c'est les codes vraiment du coup qui sont un peu issus de l'horreur et de la série B, de l'exploitation un peu américaine. D'ailleurs, c'est des codes très américains qu'on retrouve beaucoup dans le tatouage et dans l'underground aussi, tu vois. Donc ouais, je dirais ça, ouais. Ok. Bon, écoute, j'espère que ça vous a donné envie d'aller découvrir ces œuvres-là à travers ces mots, sait-on jamais. On s'approche de la fin de plus en plus. Run, quel titre du label tu conseillerais à quelqu'un qui aimerait découvrir? Par exemple, juste après avoir écouté ce podcast, il dit pour rentrer dans une porte d'entrée, on va dire, dans l'univers de la BD. C'est compliqué parce que ça dépend des goûts de la personne. Parce qu'il y en a tellement pour tout le monde. Ouais. Il y a vraiment plein d'histoires. Tu vois, il y a des titres qui sont accessibles, entre guillemets, parce que beaux, parce que bien dessinés, parce que un propos sociétal, etc., que je pourrais facilement conseiller, tu vois. Moi, quelqu'un qui me dit j'adore les fresques épiques, j'adore les westerns et tout, je vais dire ok. Quelqu'un qui me dit j'ai pris une claque sur cet album-là, vraiment. Voilà, quelqu'un qui me dit j'aime bien les sociétés dystopiques, la SF et tout, bah je vais dire tu vois Shangri-La ou là prochainement Silent Jenny ou Carbone et Silicium, tu vois les œuvres de Mathieu Bablé. Quelqu'un qui me dit bah moi je suis plus manga, je vais dire bah peut-être essaye Jaune ou Shin Zero. Ouais. Quelqu'un qui va me dire en fait tu vois c'est tellement je saurais pas, ça dépend de qu'est-ce qu'aime la personne. Parce qu'il y a tous les styles. Je vais pas l'envoyer sur Moutafoukaz alors que ça se trouve il va me dire ouais mais les bonhommes j'aime pas comment ils sont dessinés, tu vois, parce que ça arrive aussi, nous on se rend plus compte mais des fois les gens ils peuvent bloquer sur la tête de Vince en se disant mais pourquoi tout le monde a une tête normale et lui il a une tête comme ça, et ça va être rebutant pour eux. Ça va faire un blocage peut-être. Ils vont bloquer. Ouais. Ils vont pas y aller sur la BD, tu vois. Ou alors le titre qui est un peu tag, ils vont dire ouais mais moi j'aime pas les graphes, tu vois. Alors qu'on s'en fout. Le côté un peu GTA aussi. Ouais c'est ça, donc j'aurais du mal à. Après il y a des titres qui font quasi l'unanimité, hein, qui sont par exemple Carbone et Silicium. Ouais. Je dirais peut-être. C'est beau Carbone et Silicium, c'est vraiment beau. Je dirais peut-être ça, ouais. Après, si c'est des gens curieux et qui aiment bien voir plein de styles, je dirais essayez Lowrider. En plus, vous prenez 0 risque, c'est pas cher. C'est des petites histoires. Il y a 3 histoires. Il y a 3 auteurs. S'il y en a un qui vous plaît pas, peut-être les 2 autres vous plairont. Enfin, voilà. C'est une porte d'entrée. Ouais, je crois que je suis moins bien placé pour proposer une porte d'entrée dans le label 619. Déjà, j'espère que ce podcast-là sera une porte d'entrée dans l'univers du label 619. Pour terminer, la suite du label 619, là, quels sont les prochains titres donc on parlait. Il y a Silent Jenny qui va arriver. Le prochain match. J'attends avec impatience. Ouais, beaucoup de gens. C'est quoi l'univers de Silent Jenny? L'univers de Silent Jenny. Ça parle de quoi Ça parle d'un monde post-apocalyptique, de la manière dont on peut le reconstruire de manière intelligente et de la disparition des abeilles. Ok. Voilà, j'espère en avoir dit suffisamment pour donner envie et pas trop pour spoiler, mais oui, c'est ça. Et en plus, on retrouve toutes les thématiques chères à Mathieu, donc pour moi, je considère Shangri-La, Carbone et Silicium et Silent Jenny quasiment comme presque comme une trilogie, quoi, okay. Tu vois. Ouais. Donc voilà, donc Silent Jenny. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il y a la suite, hein, Cloud 3, Shin Zero, tome 2, Jaune, tome 2. Enfin, il y a MFK2. MFK2, pas là maintenant. Là, j'ai pris beaucoup de retard. Ouais. Oh non. Mais en plus, je veux vraiment bien terminer et j'ai pas mal de bonnes idées et je veux pas les. Je veux prendre mon temps. Je sais que j'avais rushé sur la fin du tome 2, mais en même temps, par rapport au tome 1, j'avais rajouté 48 pages. Je me suis dit, pourquoi j'ai fait ça, tu vois.
Moi j'ai adoré. Bah moi, en fait, on aurait envie de toujours en mettre plus. Mais oui, bien sûr. Tu sais, mais j'ai même pas dit tout ce que je voulais dire sur Vegas. J'aurais voulu tellement profiter de. C'est comme dans ce podcast, on peut pas tout dire non plus parce que sinon il faudrait qu'on y passe la journée. C'est ça. Donc et puis oui, et puis plein d'autres titres. On a des surprises, on a des jeunes auteurs qui arrivent. Il y a aussi Jérémy Gasparotto qui va sortir un très grand format qui s'appelle Le chemin derrière la maison et qui pour le coup c'est le plus grand format qu'on va sortir là, depuis toute notre création. Ok. Qui est quasiment de la poésie en bande dessinée. Alors là, on part carrément dans un autre truc là pour ce titre. Comment ça s'appelle ? Le chemin derrière la maison. Ok, bah on va suivre ça de très près. Ouais. Et puis voilà, on continue. On peut vous suivre où, le label, sur Instagram, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook aussi. Rue de Sèvres aussi partage plein de trucs. Et on a un site internet aussi. Site internet. Qui est un portail où vous pouvez découvrir tout notre catalogue, l'historique du label 619, des bios d'auteurs, enfin voilà. Ok, de toute façon, si vous êtes en audio ou même sur YouTube, je vais essayer de mettre tous les liens en description. Je suis vraiment trop content d'avoir fait cet épisode avec toi, Aaron. Merci beaucoup. J'ai kiffé découvrir le label et je vais continuer. J'espère que t'as apprécié aussi cette petite discussion. Bah, carrément, ouais. J'espère que je suis pas parti un peu dans tous les sens. Non, mais moi, je suis le professionnel pour partir dans tous les sens de base. Okay. Par rapport à ce que j'avais préparé, on est parti beaucoup plus loin et c'est ce que j'aime, c'est aussi les épisodes d'À Contretemps, c'est ça aussi, on parle, on discute, comme dans la vraie vie, tu parles avec quelqu'un ou une soirée entre potes et ça peut dériver sur autre chose. Ok. Et on s'en fiche, c'est ce qu'on aime. J'espère que ça vous a plu. Continuez de vous abonner, de suivre les épisodes parce qu'il y en aura plein. J'ai encore plein d'interviews à vous proposer. Et puis allez dans les conventions, dans les salons, découvrir le label 619 et aller faire un coucou à Ron. Salut, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir suivi cet épisode d'À Contretemps. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec de nouveaux invités et un nouveau sujet pop culture. D'ailleurs, si vous avez des suggestions de sujets que vous aimeriez qu'on traite ici, ça se passe sur l'Instagram du podcast À Contretemps. Je vous ai tout mis en description, allez-y. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochains épisodes. Ah oui, ça serait quand même dommage de passer à côté.